Bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation qui m'est faite de rebondir sur un sujet assez exaltant d'une certaine manière et en même temps avec un grand nombre, enfin je dirais qui nourrirait un imaginaire qui est déjà peuplé de pas mal de fantasmes qui concernent justement les liens entre musée et numérique. C'est vrai que depuis pas mal d'années, pourrait-on dire, quand on réfléchit de plus en plus sur la prospective muséale, c'est-à-dire sur le futur du musée, c'est évidemment cet aspect du numérique qui est mis en avant. Ce n'est pas le seul, forcément, mais c'est celui qu'on va évoquer aujourd'hui, et qui montre bien sûr toute une série de développements du musée liés à ce développement des technologies de l'information et de la communication. Cette logique-là, d'imaginer le futur du musée, elle est relativement ancienne et il faut montrer assez rapidement qu'elle peut être trompeuse. Voilà une vue du musée en 1980, si je ne m'abuse, telle qu'on pouvait l'imaginer. On était à une période où la vidéo, la télévision, etc. étaient déjà omniprésentes et où l'audiovisuel commençait à peupler les salles, notamment des écoles d'une part, et puis aussi des musées, et on imaginait des choses automatiques qui allaient sortir, entrer, etc. On se rend bien compte en regardant ces dessins que ce n'est pas tout à fait comme ça que le monde des musées a évolué. Ça, c'était une vue du musée en l'an 2000, tel qu'imaginé en 1980. Ce qui est sûr, c'est que les liens entre musée et ordinateur sont relativement anciens. Cette logique, cette histoire, elle commence dans les années 1960, fin des années 1960. À cette époque-là, on commence déjà à imaginer, enfin on est encore à une époque de l'ordinateur, hein, où les premiers ordinateurs tels qu'on les conçoit, le premier ordinateur en France, qui est acheté par un musée, au musée des arts et traditions populaires, fait pratiquement la taille de la moitié de cette pièce. Et donc, c'est d'abord des opérations de base de données, de traitement de base de données, qui constituent l'essentiel, pourrait-on dire, des logiques qu'on peut apercevoir pour le traitement de l'informatique dans les musées. Et les premiers... vous en voyez quelques-uns ici. Les premiers colloques qui ont lieu dans les années 60, fin 68 environ, traitent justement essentiellement de l'informatique liée à la gestion des bases de données, donc à la gestion des collections. Progressivement, à partir des années 1980, on commence à réfléchir à des choses un peu plus directement vers le grand public, puisque au départ, quand on parle de logique de base de données, c'est essentiellement pour des chercheurs. Vous voyez ici 1988, l'une des premières tables tactiles en quelque sorte, borne multimédia au musée des civilisations à Gatineau, à côté d'Ottawa. Les tout premiers grands CD, en fait, qui sont des CD plus ou moins de cette taille-là, laser, sont diffusés par la FNAC avec le musée d'Orsay et le musée du Louvre notamment. Et puis durant les années 90, on commence à voir effectivement un certain nombre de CD-ROM qui proposent des visites numériques, des visites dites virtuelles, etc., etc. L'histoire là, vous la connaissez et elle ne va pas arrêter de se développer, avec bien sûr actuellement essentiellement un certain nombre de pistes, beaucoup d'applications qu'on retrouve maintenant de manière un peu plus commune dans les musées, qu'on peut télécharger. Alors très clairement dans les logiques de prospective qu'on voit se développer, c'est essentiellement les technologies mobiles qui constituent cet élément d'aide à la visite, puisque c'est l'un des principes sur lesquels on va revenir évidemment, qui est l'une des clés de voûte, pourrait-on dire, de l'introduction du numérique dans les musées. Soit via de la réalité augmentée, soit via toute une série de systèmes qui permettent d'interagir avec les réseaux sociaux, de prendre ses photos, de les retrouver après, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve qui sont maintenant proposées dans pas mal de grandes expositions temporaires, dans un certain nombre de musées, sur les sites internet, etc., etc. Très clairement, évidemment,
L'une des choses sur lesquelles on peut revenir, qui permet aussi de distinguer l'un et l'autre, c'est évidemment la différence entre ce qu'on intitule les vraies choses, c'est-à-dire l'objet en tant que tel, et le pouvoir attractif de l'objet, ce qui fait son caractère authentique et qui fait justement qu'il diffère, que l'expérience de cet objet diffère de ce qu'on peut intituler un substitut numérique, c'est-à-dire effectivement un objet qui est créé, une fois qu'on a numérisé un objet, ça en fait finalement un fichier numérique avec toute une série de qualités, notamment le fait qu'il peut être dupliqué très facilement, etc. Et en même temps, ce n'est pas parce qu'il y a maintenant des millions d'images de la Joconde sur Internet, etc., que forcément on ne vient pas voir la Joconde sur place. Ça reste encore, comme vous le savez, le tableau qui est le plus vu au Louvre, etc. Et très clairement, c'est cette logique-là qu'il est important de garder en tête quand on envisage notamment l'un des aspects du numérique dans le musée. Très clairement, évidemment, les choses ne vont pas se remplacer, etc. D'une certaine manière, ce qu'on pourrait retrouver, ce qui différencie, pourrait-on dire, cet aspect du numérique et qu'on retrouve dans l'objet, c'est le pouvoir en quelque sorte magique de l'objet, qu'on va retrouver de manière encore plus forte dans le principe, dans la relation qu'on a avec des reliques. Des reliques qui, très clairement, pour la chrétienté, qui est l'un des socles de notre civilisation, ont joué un rôle très très important et qu'on retrouve en quelque sorte dans ces pèlerinages, pourrait-on dire, vers la vraie chose. Si on vient voir la Joconde, la vraie, en quelque sorte, c'est qu'on espère aussi, en quelque sorte, une interaction un petit peu magique, même si peut-être 0,01% des gens pourraient voir la différence entre une copie numérique parfaite de la Joconde qui serait placée derrière la vitre et la Joconde originale. Donc très clairement, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'on vient la voir et que si évidemment on savait que c'était un substitut, on ne viendrait pas la voir. Et ça, très clairement, c'est l'un des éléments qui amène à penser qu'on continuera, bien sûr, non pas uniquement à voir les choses à travers du numérique, etc., mais on continuera, bien sûr, à voir un certain nombre d'objets. Peut-être pas tous les objets, mais un certain nombre d'objets qui sont reliés justement à ce potentiel, pourrait-on dire, partiellement magique, dont on retrouverait justement des traces presque parallèlement à cette relation qu'on a pu avoir, nous avons pu avoir avec des reliques, ou que nous pouvons avoir avec les sous-vêtements de Madonna ou toute une série d'autres éléments qui sont des reliques contemporaines, pourrait-on dire. L'autre principe qui est très proche à ce niveau-là, plutôt de la médiation, et qu'on retrouve au niveau du musée, et c'est un des éléments qu'il est important aussi d'avoir, c'est de nouveau ce qui a trait, pourrait-on dire, à cette relation avec la vraie chose, mais qui est le lieu ou l'élément de transmission. Transmission qu'on retrouve aussi à travers justement ces aspects cultuels, et c'est l'un des éléments sur lesquels j'avais insisté dans d'autres recherches, et qu'on retrouve justement à travers une partie de ce qui peut se faire au niveau du musée. C'est-à-dire très clairement toute une série de choses qui ne passent pas par des jeux, qui ne passent pas par simplement des visites factuelles ou bien des applications, mais justement qui peuvent passer à travers cette relation très particulière entre quelqu'un qui transmet et quelqu'un qui va effectivement recevoir et qui peut-être plus tard transmettra à son tour. Ce qu'on retrouve dans toute une série je dirais, de traditions ou de philosophies depuis l'Antiquité classique, voire même avant, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans une partie des grandes religions du livre, etc., et qu'on retrouve partiellement au niveau du musée aussi, et qui constitue l'un des cœurs de l'éducation, pourrait-on dire. Alors, revenons à la logique même du musée et aux différentes fonctions du musée. Le modèle que je vous présente là est un modèle qui répertorie les grandes fonctions du musée. C'est un modèle qui s'intitule PRC, préservation, recherche et communication, et un certain nombre justement de fonctions qui lui sont liées. Alors, ce qu'il m'importe ici d'évoquer, c'est justement les applications du numérique par rapport à ces différentes fonctions. À savoir que, bien sûr, le numérique, dans cette perspective-là, il a été beaucoup utilisé, je l'ai dit très rapidement en introduction, dès le départ sur des activités de préservation et de gestion des collections.
Une partie des activités de préservation, c'est aussi la numérisation de fonds d'objets qui sont plus ou moins fragiles, qu'on ne pourrait pas voir, de manuscrits bien sûr, d'autographes qui sinon ne seraient pas visibles, etc. En même temps aussi d'objets en 2 dimensions ou en 3 dimensions et autres. Des activités de recherche, parce qu'une fois qu'on a numérisé, il y a aussi bien sûr toute la possibilité, avec des éléments numérisés, de pouvoir les retravailler, les mettre en lien, et puis, à partir de ces nouveaux liens, effectivement, de produire de la nouvelle connaissance. Et donc le cœur, on pourrait même dire de manière plus générale, une grande partie du cœur de la recherche, du développement des connaissances, même à l'université, passe par ces constitutions de bases de données qu'on retrouve dans toute recherche, pourrait-on dire, une grande partie en tout cas des recherches dans les sciences humaines notamment. Et puis, bien sûr, tous les aspects de communication sur lesquels je vais un peu plus précisément m'arrêter durant cette communication, durant cette présentation, à travers des applications, à travers ce qu'on intitule notamment la médiation des fonctions éducatives, des fonctions d'exposition, etc. C'est cette logique-là qu'on retrouve à travers le processus de médiation, mais il est important aussi d'avoir en tête que ce n'est pas la seule chose qu'on retrouve, bien sûr, à travers le numérique au sein des musées. Et très clairement aussi, le musée dans cette perspective, ça n'est pas que de l'exposition, c'est aussi un lieu de développement de connaissances, c'est aussi un lieu de préservation du patrimoine, et un musée qui serait fermé au public pourrait tout à fait remplir une partie de ses fonctions, évidemment. Cette logique du musée comme système de communication, elle est relativement ancienne. C'est essentiellement à partir des années 1990, et notamment à travers la figure en France d'une personnalité qui est Jean Davalon, qui en 92 écrit « Le musée est-il un média ?» et qui définit en quelque sorte, je dirais, l'étape d'une évolution telle qu'elle s'est développée, d'une évolution du musée telle qu'elle s'est développée à partir des années 80, où on a vu effectivement le développement de la fonction de communication du musée se renforcer, et en même temps, pour ceux qui s'en souviennent, pour tous ceux qui l'ont vécu, le développement du phénomène des expositions temporaires. Il y a bien sûr auparavant toute une série d'expositions temporaires, mais la popularité de l'exposition, le recentrement des fonctions du musée autour de l'exposition temporaire commence à connaître une multiplication, un phénomène qui est directement, et je vais y revenir aussi, lié à une crise économique, au fait que progressivement on fait tourner le musée vers de plus en plus de recherche de subventions, et donc dans cette perspective-là, on se rend compte que l'exposition temporaire peut attirer du public, que le musée, dans cette perspective-là, va aussi progressivement se transformer. Cette logique du musée comme média, elle commence donc à partir de ces années-là, mais le musée comme système de communication est un principe plus ancien. Et celui-là, c'est plutôt à partir de la fin des années 60, 68, un article important de Duncan Cameron, 67, un peu avant donc, un séminaire tout à fait étonnant de Marshall McLuhan et Harley Parker au musée de la ville de New York, qui parle justement de l'exploration des moyens, je dirais, du musée comme système de communication. L'un des éléments qu'on évoque de McLuhan, sur lequel je vais insister quelques secondes parce qu'il me semble important, c'est que, bien entendu, McLuhan, à ce moment-là, a développé toute sa théorie sur la transformation, je dirais, du monde, à partir évidemment de la transformation des principaux systèmes de communication, et donc notamment, bien sûr, tout le développement de la télévision à cette époque-là. Et ce qu'évoque McLuhan, c'est qu'on passe d'une galaxie qui était essentiellement centrée sur le livre, qui était la galaxie dite Gutenberg, vers la galaxie de la télévision. Et donc, en fait, une autre matrice, et c'est l'un des points importants, c'est ce que dit McLuhan, évidemment, c'est que la télévision va changer, va transformer elle-même notre rapport au réel. Et donc va transformer notre manière de voir. Et ce qu'évoque
durant ce séminaire, McLuhan a des conservateurs qui sont complètement éberlués, et il y en a un qui va dire « Écoutez, si ce que vous dites est vrai, je pense que j'ai perdu 30 ans de ma carrière professionnelle, etc. » Dans un climat qui est, vous voyez un petit peu l'Assemblée, qui est un climat encore extrêmement poli, policé, etc. Le monde des musées est beaucoup plus restreint à cette époque-là, et aussi s'adressant à un public très curieux. Mais ce que dit McLuhan, c'est que très clairement, si vous ne vous adressez plus, si vous ne transformez plus ce musée qui, à l'époque, dit-il, est totalement encore inféodé à une logique de la lecture, c'est-à-dire qu'en fait, ce musée est totalement linéaire, il est fait pour des gens qui lisent, eh bien, en fait, dans quelques années, ce musée ne parviendra plus à attirer personne parce que, justement, vous vous adresserez à des gens qui auront été totalement formatés par la télévision et donc qui ne vont plus fréquenter votre établissement. Cette logique-là du médium, en quelque sorte, qui influence le comportement du consommateur, du visiteur, du spectateur, est extrêmement importante parce que très clairement, cette logique-là, on la retrouve aussi à travers Internet, à travers toute une série d'autres, je dirais, moyens médias ou autres médias. À commencer d'ailleurs par PowerPoint, par exemple. Vous avez peut-être lu ou vu, et je vous recommande la lecture qui est très très salubre, La pensée PowerPoint, enquête sur ce logiciel qui nous rend stupides. La logique effectivement qui est sous-jacente à cette lecture, c'est qu'effectivement PowerPoint est en train de façonner le discours et que l'utilisation et de plus en plus de présentations, mais aussi de plus en plus de rapports à l'université même, mais en même temps aussi au sein de l'entreprise, etc., sont en train de transformer la manière de penser véritablement. Et très clairement, c'est cette logique-là qui se dessine à travers l'utilisation de nos principaux médias. C'est l'un des éléments qu'on retrouve aussi à travers le jeu vidéo. L'un des ouvrages qui parle justement du jeu vidéo, qui est Philosophie des jeux vidéo de Mathieu Triclot, et dont il est partiellement lisible sur Internet, même totalement, je pense. On peut le retrouver, l'acheter aussi, bien entendu. Évoque notamment ces différents principes de ce qui conditionne en quelque sorte l'utilisation du jeu, enfin des principales méthodes, pourrait-on dire, et d'une certaine manière de ce qui va aussi conditionner, je dirais de manière incidente, mais de manière ou insidieuse peut-être aussi, celui qui pratique le jeu vidéo, qui pense le jeu vidéo et qui parfois peut passer des heures et des heures devant le jeu vidéo, c'est-à-dire la recherche du score de plus en plus important, le fait de ne pas se faire éliminer, ou de ne pas se faire tirer dessus, ou bien d'abattre le plus grand nombre de personnes. Alors très clairement, ça ne veut pas dire que si on crée un jeu vidéo dans un musée, c'est que ça va se résumer à ça et que ça conditionnera ça, mais très clairement, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que aucun de ces éléments-là n'est neutre. Et très clairement, il y a une réflexion à avoir par rapport à l'utilisation de chacun de ces médias, pourrait-on dire, en sachant aussi que leur utilisation a des conséquences, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il est intéressant parfois de les reprendre sous un autre angle pour justement ne pas tomber en quelque sorte dans, je dirais, certains travers qui sont possibles. Alors, quelles répercussions justement au niveau de la médiation ? Le terme de médiation est un terme assez particulier qu'on a utilisé à partir du milieu des années 90 pour ce qui concerne la médiation dans le monde des musées. Le terme est à l'époque déjà utilisé dans d'autres secteurs, médiation sociale, etc. Et quand on va parler de médiation culturelle, c'est un ouvrage d'Elisabeth Caillet notamment, 94 je pense, sur la médiation culturelle, mais qui parle en fait de médiation muséale. C'est selon une approche qui se veut relativement ouverte et qui conjugue aussi bien partiellement la présentation de l'exposition et en même temps aussi bien sûr la visite guidée classique et aussi un certain nombre d'outils d'aide à la visite dont on pourrait évidemment aller jusque les applications, etc. Cette logique-là, elle est évidemment beaucoup plus ancienne et elle se fonde sur, je dirais, des points relativement forts qui en Belgique ont été abordés parfois de manière pionnière. Jean Capart, par exemple, qui est celui qui a
lancé le premier service éducatif sur un musée sur le sol européen, pas en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis, mais qui en 1922 crée le premier service éducatif au cinquantenaire. Le musée de Marimont, qui fait des visites pour les usines dans les années 50, par exemple. Le préhistocide de Ramioul, qui dans les années 80, surtout les années 90, va développer une politique extrêmement novatrice en matière de relations avec son public, etc., constitue autant de jalons, pourrait-on dire, dont la Belgique peut, et notamment la Belgique francophone, peut s'enorgueillir. Cette logique-là, elle permet de baliser un certain nombre d'actions en matière de médiation. Mais très clairement, quand on parle de médiation culturelle, on parle aussi d'ailleurs de politique culturelle liée à de la médiation, et en quelque sorte, l'une des figures tutélaires qui jalonne ce parcours, c'est celle d'André Malraux, qui en quelque sorte pendant longtemps va justement s'opposer, pourrait-on dire, à la médiation. C'est-à-dire que globalement, ce que Malraux privilégie, c'est le contact, la confrontation avec l'œuvre d'art. Dans les musées, il faut apprendre à aimer, c'est l'école qui est là pour éduquer. Et très clairement, ce qu'il suppose, c'est que finalement, il ne s'agit pas du tout d'une... Enfin, s'il doit y avoir médiation, elle doit être minimale, pourrait-on dire. Et en quelque sorte, il y a une espèce de choc qui pourrait se faire, etc. Alors on sait très bien ce qui va jalonner cette controverse en quelque sorte, à partir de 66-67, l'étude de Bourdieu et consorts. Très clairement, c'est à partir de ces années-là qu'on commence à réfléchir autrement sur la relation entre les publics et le musée, et donc la manière d'évoquer justement la médiation, ce qu'on n'intitule pas encore médiation, hein, mais l'éducation, les services pédagogiques, les services éducatifs, etc. Cette histoire, elle est plus ancienne aussi. On retrouve des traces de cette histoire de manière plus générale, non seulement bien sûr dans les musées, mais aussi dans le milieu du théâtre, dans celui des bibliothèques, à travers un certain nombre d'éléments qu'on pourrait intituler des musées de papier au XIXe siècle, voire encore avant, et qui balise, pourrait-on dire, cet univers très particulier sur lequel, avec Serge Chaumier, il y a quelques années, nous avons justement essayé de présenter une synthèse. Une synthèse et autant d'étapes, en quelque sorte, à travers toute une série de portraits sur lesquels je n'aurai pas le temps de m'arrêter ici, qui commencent à partir, comme je l'ai dit, du XIXe siècle, voire encore avant, et se poursuivent jusqu'à nos jours, à travers notamment la médiation culturelle qui est ce passage, et en s'interrogeant aussi sur le futur de tous ces éléments, puisque très clairement, ces principes, cette relation-là est en train de se poursuivre. Il y a une possibilité d'envisager les choses de manière chronologique, une possibilité d'envisager les choses aussi à partir d'un certain nombre d'axes de réflexion, pourrait-on dire, entre ces différentes perspectives. Les deux axes que je vais vous proposer de voir assez brièvement sont justement, d'une part, celui d'un côté qui opposerait l'information, donc la diffusion d'informations, en gros, telle qu'on pourrait la retrouver dans un certain nombre de visites guidées un peu classique en quelque sorte, pour ne pas dire quelque chose de plus péjoratif, où on évoque le fait que voilà, tel peintre est né à telle époque, il a vécu à telle époque, telle œuvre a été construite ou présentée, esquissée, pensée à tel moment, que le peintre appartient à telle école, etc. Bref, un certain nombre d'éléments qu'on retrouve et qui est l'une des dimensions, pourrait-on dire, de la médiation. Une autre logique qui est celle de la compréhension, où il ne s'agit pas de donner des informations, mais en quelque sorte beaucoup plus de comprendre, d'envisager les choses pour finalement plutôt non pas revenir avec une espèce de quiz en essayant d'y répondre à quelle date est née telle personne ou autre, mais plutôt de savoir pourquoi il a pensé telle et telle chose, etc. Bref, on pourrait dire d'un côté Socrate et de l'autre le bourrage de crâne, Pink Floyd et De Waal, pour ceux qui s'en souviennent à un moment.
si cette dimension-là, vous pouvez la retrouver à travers un certain nombre d'ateliers, par exemple, dans des musées, à travers justement des visites guidées classiques ou bien des visites guidées qui peuvent déranger, où le médiateur est quelqu'un qui ne va pas du tout évoquer des questions, mais qui va essayer, un petit peu comme Socrate, de faire accoucher les gens. Et très clairement, dès les années 60, on retrouve, notamment avec Marcel Ictel, un des pères de l'éducation permanente, cette logique-là, en quelque sorte, d'andragogie et autres, évidemment, on peut la retrouver aussi, mais à travers d'autres éléments. Et puis un autre axe qu'il est important aussi de voir, à savoir des informations pour soi, où finalement je termine ma visite, où je termine mon atelier, etc., avec un certain nombre d'éléments, je dirais, où j'en ressors plus riche, pourrait-on dire, dans un rapport plus individuel, ou plutôt des actions qui seraient beaucoup plus fondées sur le rapport à l'autre, où le propos du musée, le propos de l'action de médiation n'est pas du tout en fait d'informer, n'est pas du tout de parler de Magritte, mais en fait simplement d'apprendre, et c'est l'un des axes fondamentaux de la médiation culturelle, de l'action culturelle, de l'éducation permanente, de rejoindre les gens, de les reformuler ensemble. Il y a un certain nombre d'actions dans des musées ont été véritablement liées à ces éléments-là, d'amener des gens qui ne fréquentaient pas du tout ces établissements à se les réapproprier, à considérer que c'est un lieu où elles pouvaient être ensemble et parler ensemble de certaines choses qui les touchent et non pas se sentir exclus. Ou donc très clairement, en fait, il ne s'agit pas du tout d'apporter des informations, mais très clairement d'envisager de construire ensemble un projet de société. Et cette logique-là, on pourrait dire qu'elle, je dirais, elle exclut un certain nombre d'autres logiques. D'autres logiques qu'on va retrouver notamment au niveau numérique, où, je dirais, l'un des peut-être fantasmes des applications numériques qu'on retrouve beaucoup dans un certain nombre de discours, c'est qu'on va pouvoir produire maintenant, avec le numérique et la médiation, des applications qui peuvent s'adresser à chacun d'entre nous. C'est-à-dire de manière très très spécialisée, c'est le musée qui me fournit mes propres indications sur mesure, ma visite guidée sur mesure pour moi. The Museum of Me. Est-ce que le musée doit être un lieu qui me fournit à moi en tant qu'homo economicus, pratiquement, c'est-à-dire cet homme rationnel et qui, de manière très égoïstement rationnelle, pense uniquement à lui et à son propre intérêt, et dont vous comprendrez évidemment que cette logique-là s'oppose radicalement à des projets de société et à des projets justement de vivre ensemble tels qu'ils peuvent être développés aussi dans d'autres dimensions justement de la médiation. Cette logique-là, elle m'amène à me parler justement de l'homo economicus et du projet. C'est l'un des points importants parce qu'on ne peut jamais abandonner cet élément-là de la relation du numérique et de la médiation à l'économie. Dès qu'il y a eu numérique, il y a eu aussi des projets et des modèles économiques. Dès qu'à partir des années du milieu, enfin essentiellement à partir du développement d'Internet, donc au milieu des années 1990, 94, les premiers sites internet de musées, 93-94, et puis très rapidement le développement, pas tout de suite dans les musées, mais notamment on a pu le voir à travers notamment des quotidiens, etc., d'essayer de trouver des moyens pour financer tout cet investissement sur le plan numérique dans la presse, en sachant que tout le monde se disait, les musées bien sûr, mais aussi tous les autres médias, et très clairement, évidemment la presse, tous les journaux se disaient, ou les télévisions, il faut qu'on y soit. On ne peut pas se permettre de ne pas y être. Sauf qu'en fait, maintenant, presque tout le monde perd de l'argent. Comment essayer d'obtenir des solutions, etc. Cette logique, très clairement, elle n'est pas encore trouvée, elle est encore en train de se façonner. Il y en a un certain nombre sur lesquels je vais très rapidement esquisser. Et qui sont des modèles théoriques, pourrait-on dire, qui, je dirais, sur lesquels s'appuient ces différentes possibilités de trouver des financements, de trouver en quelque sorte des possibilités pour dégager de l'argent. Puisque très clairement, évidemment, bien sûr le monde de la presse, mais aussi le monde des musées, c'est que, c'est l'un des points importants, il peut de moins en moins compter sur des subventions publiques et donc en même temps, en plus, s'il investit dans le domaine du numérique, c'est aussi notamment pour essayer
parfois au moins de ne pas perdre trop d'argent. L'un des principes qu'on a beaucoup retrouvé, c'est le principe dit de la longue traîne, à savoir que globalement, c'est les modèles d'Amazon par exemple, ou de toute une série de bases de données, il existe toute une série d'objets que je ne peux pas acheter dans, je dirais, des grands magasins, même les plus grandes surfaces culturelles de type Fnac, etc., mais que je peux trouver en ligne, aussi bien pour de la musique, du livre, etc. Et cette longue traîne peut constituer un marché. Ça, c'est un des éléments qu'on a vu se développer très largement avec justement, notamment ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des modèles de type Amazon, qui vendent justement, notamment, aussi, alors ça c'est ce qu'on intitule le modèle du best-seller, sur lequel se fondent toutes les industries culturelles, mais en même temps, ce que permet Internet, c'est tous ces éléments qui peuvent avoir des micro-marchés. Et on pourrait tout à fait imaginer que le musée, à ce niveau-là, puisse proposer toute une série de petites applications, de petits éléments qui pourraient attirer des micro-marchés, etc. Et donc peut-être jouer des choses comme celle-là. Le deuxième principe dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est celui du crowdfunding, qu'on a commencé à voir à partir d'abord, pourrait-on dire, de levée de fonds au niveau du cinéma, et puis progressivement au niveau de quelques musées, de quelques établissements patrimoniaux, etc., et qui s'appuie donc sur le financement par la foule, donc à savoir des appels de levée de fonds, en sachant que Barack Obama a aussi travaillé là-dessus pour ses premières campagnes, et c'est l'un des succès qui a souvent été évoqué, c'est qu'il a pu rassembler beaucoup d'argent à partir notamment d'Internet, etc. Cette logique-là du crowdfunding, très clairement, un certain nombre de musées ont essayé de travailler là-dessus, mais en fait, elle est beaucoup plus ancienne, et évidemment, toute une série le modèle des sociétés d'amis repose sur cette logique du crowdfunding, à savoir toute une série de personnes qui se mettent ensemble dès la fin du XVIIIe siècle, les sociétés des amis des arts, et puis 1842 pour la toute première société d'amis, ou 49 je pense en Autriche, 1897 société des amis du musée des beaux-arts de Gand, etc. Le Louvre aussi, qui peut rassembler parfois certaines sommes, mais dont on sait aussi évidemment que ça ne constituera jamais qu'une toute petite partie des modèles de financement, etc. Troisième principe qu'on va retrouver et qui est très fortement influencé par Internet, c'est toute l'économie du gratuit. Alors on l'a évoqué évidemment dans ce lieu-là qui repose notamment, dont l'un des motifs est aussi ce lien entre la gratuité en quelque sorte et le musée, et qui est l'un des points intéressants, repose partiellement sur cette logique qui était très largement redéployée à partir du développement d'Internet. À savoir que sur Internet, on a pu trouver beaucoup de choses gratuites, d'une part. D'autre part, on a pu retrouver aussi, on l'a évoqué à travers les communautés de geeks en quelque sorte, qui font ensemble, qui créent ensemble des jeux vidéo, etc. Toute une série de personnes qui travaillent ensemble sur des projets et donc en améliorant, mais sans recourir à l'argent. Cette logique-là, on la voit, a donné lieu à toute une série de réflexions avec ses avantages, avec ses inconvénients. Alors, il ne s'agit pas de faire un discours sur l'ensemble de la logique de la gratuité, etc. Mais très clairement, c'est l'un des éléments qu'il est très important de comprendre et d'avoir en tête par rapport à ce développement de numérique, dont on se rend bien compte que la plupart des applications qui sont actuellement formulées sont des applications gratuites, parce que la plupart, en fait, on se rend compte que si on les fait payer, la plupart des gens ne seront pas très intéressés, parce que très souvent, ils ont toute une série d'applications gratuites qui peuvent de toute façon télécharger, etc. Et donc, on se demande comment faire pour tenter de développer certaines fois des choses qui seraient possibles d'autofinancer, etc. L'autre élément à mettre en perspective, c'est bien entendu la crise économique de 2007-2008 qui amène très clairement des coupes sombres, qu'on a vu très clairement, évidemment, d'abord en Grèce, en Espagne, mais aussi qu'on retrouve maintenant, bien sûr, en Belgique, en France, etc. C'est assez effrayant de voir à quel point, j'ai pu le faire très récemment en interrogeant les conservateurs,
et des responsables de bibliothèques, notamment en France, tout le monde sait ou tout le monde se dit pratiquement que on sait que les subventions vont diminuer. Et donc comment faire en sorte pour que justement on puisse envisager le musée ou la bibliothèque dans les années à venir. Et évidemment, parmi les pistes que certains, plus ou moins cyniques, imaginent, c'est bien sûr, on se dit, les médiateurs, ça coûte cher, etc. Donc, on remplace ça par des robots. Et puis les robots, ou des applications. Et puis les robots, c'est plus facilement manipulable. Les robots ne se mettent pas en grève, etc., etc. Bref, effectivement. Et de l'autre côté qu'on a pu observer, notamment en France, c'est, par exemple, la déstructuration du métier de guide conférencier. Donc, on ouvre la profession à tout le monde et donc ça permet aussi de diminuer les prix, etc., de développer la concurrence, etc., etc. Ça, c'est évidemment l'un des éléments qu'on peut retrouver, mais qui est aussi en toile de fond de tous ces développements en matière de numérique. Et en même temps, de manière totalement différente, rappelez-vous évidemment de cette logique d'une transmission, entre guillemets, de maître à disciple, ou je dirais d'une transmission par le vivant vers le vivant, telle qu'elle peut passer, où un certain nombre de choses ne peuvent pas passer par une machine, très clairement, qui passe à travers un certain nombre de guides. Et certainement pas tous les guides, ceux qui ont parfois subi des visites guidées absolument abominables, peuvent savoir aussi combien elles peuvent être rébarbatives dans un certain nombre de cas. Alors, très clairement, ce qui m'amène à envisager d'un point de vue l'aspect économique pour comprendre les enjeux du numérique, m'amène aussi à explorer l'autre point de vue qui est ce point de vue collaboratif et ce point de vue social. J'ai évoqué l'axe de la médiation. Jean Capart est l'un des tout premiers à avoir rédigé, en Belgique assurément, un article sur le rôle social du musée. Et très clairement, c'est à partir de 2008-2009, c'est une des dimensions qu'on a vu se développer de manière très très importante un peu partout dans le monde. C'est un développement justement des aspects collaboratifs, des aspects justement liés à ce renforcement du lien social, à ce renforcement du musée comme plaque tournante d'actions collaboratives de manière à intégrer un certain nombre de personnes qui ne venaient pas au musée et de manière aussi à faire participer les gens pour en quelque sorte co-construire le musée, co-construire un certain nombre d'actes de création, donc apprendre en même temps, je dirais, et partager, etc. Vous avez face à vous un certain nombre d'ouvrages de réflexion liés justement à ce principe qu'on intitule muséologie participative, sociomuséologie, etc. L'un des gourous en quelque sorte de ce principe-là aux États-Unis est Nina Simon qui dès 2007, si je me souviens bien, publie un blog qui s'appelle Museum 2.0 où elle évoque justement cette idée du musée participatif, c'est-à-dire ce musée qui, au départ, au niveau zéro, ne fait que s'adresser à moi, et donc de manière plus ou moins standardisée vers le sommet qui serait nous qui, ensemble, travaillons sur le musée. Entre d'un côté l'interrogation, les musées aiment-ils le public, et de l'autre, effectivement, ce sont les publics qui font le musée, pourrait-on dire. Et donc, très clairement, il y a pour Simon toute cette logique de participation qu'on retrouve évidemment sur le plan numérique, mais aussi de point de vue très pratique. Simon, il y a quelques années maintenant, est devenue directrice d'un musée à Santa Cruz, qu'elle anime exactement selon cette logique justement très participative, où elle, selon en tout cas ce qui en ressort sur Internet, a très largement développé les publics, les actions, les budgets, etc. etc. Mais c'est notamment à travers toute une série d'actions, d'abord sur le plan numérique, qu'elle développe les choses, en imaginant des co-constructions d'expositions participatives, d'abord sur des plateformes collaboratives, sur une plateforme qui s'appelle Second Life, où ensemble les gens qui viennent du monde entier imaginent des processus d'exposition, et puis exposition qui va être réalisée dans un musée qui s'appelle le Tech Museum à Santa Fe, si je me souviens bien, et qui amène justement donc la participation à se concrétiser après en vrai, en quelque sorte, même si évidemment sur Internet c'est tout aussi vrai sur un autre plan. Et donc c'est évidemment notamment ce principe d'exposition participative qu'on va retrouver. Le musée de Brooklyn a été un des musées pionniers aussi dès les années 2007 sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, sur
sur Facebook et consorts pour développer des actions de ce type-là, qui s'est recentré récemment, mais qui reste encore l'un des musées plutôt fer de lance. Un certain nombre de musées ont depuis lors énormément investi sur le numérique, notamment dans le monde des musées d'art contemporain. On pense à la Tête, on pense effectivement au MoMA, etc. Mais c'est des équipes de parfois plusieurs dizaines de personnes qui peuvent travailler et puis fédérer beaucoup de gens ensemble. Alors, cette logique-là, c'est un point qu'il faut évoquer. En fait, elle est très ancienne. Et c'est parfois assez amusant d'imaginer à quel point, je dirais, beaucoup de gens semblent redécouvrir le participatif. D'une certaine manière, évidemment, toute l'action de ce qu'on a intitulé la nouvelle muséologie, qui se développe à partir des années 70, notamment en France, mais aussi en Belgique, et par exemple un écomusée comme celui du Creusot, participe de cette même logique, à savoir la communauté, je dirais l'environnement, la population qui elle-même conçoit l'exposition. On reste entre nous, on travaille pour nous, on monte l'exposition. C'est du bricolage, mais tout le monde s'en moque en quelque sorte. Le projet, c'est pas de faire une exposition, c'est ensemble d'apprendre en créant une exposition. C'est cette logique-là qu'on peut retrouver dans ensemble, nous pouvons apprendre finalement pour créer un jeu vidéo ou autre, ou nous pouvons apprendre en créant un certain nombre d'éléments. Et donc très clairement, évidemment, le média peut changer, la logique, au départ, l'essence, pourrait-on dire, demeure. Ce qu'il est fascinant de voir, c'est que ce qui a été à un moment dans les années 70-80 présenté comme la solution pour le monde des musées, en disant le monde des musées va se transformer. En gros, certains des pionniers de la nouvelle muséologie disent les musées classiques vont disparaître, etc. Très clairement, en fait, c'est la nouvelle muséologie qui, à un moment, à partir des années 90 surtout, a connu un déclin relativement important. Certains musées pionniers ont totalement disparu, d'autres ont été totalement rénovés, etc. Certains militants sont toujours restés, toujours actifs, etc., comme par exemple Luc de Varine ou d'autres. Et puis, et c'est un des points intéressants, se redéveloppe maintenant. Et c'est fascinant d'imaginer qu'en fait, elle se redéveloppe finalement pratiquement 30 ans plus tard, ce qui m'amène à penser en même temps aussi à me rendre compte que lorsqu'elle s'est développée dans les années 70, au milieu des années 70, ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, la nouvelle muséologie, elle se développe sur fond de crise. Et c'est intéressant d'imaginer aussi, quand on réfléchit, que Jean Caparc, en 1930, quand il évoque le rôle social du musée, c'est aussi sur un fond de crise. Ce qui m'amène à penser d'ailleurs que il y a peut-être ce qu'on pourrait intituler un cycle social du musée qui, en quelque sorte, développe cette dimension, parfois de manière épisodique. À savoir que cette dimension-là est présentée actuellement un peu partout en muséologie comme l'un des axes fondateurs. Au niveau justement de toute la prospective muséale, ça reste l'un des éléments où tout le monde se dit, dans les années à venir, l'une des clés pour le développement des musées, ce sera d'être beaucoup plus centré sur la communauté, d'être beaucoup plus participatif, beaucoup plus centré sur du contemporain, sur de l'événement lié à ces éléments-là, de faire jouer ensemble les gens. Cette logique-là, pour l'instant, est très présente. Si mon hypothèse est vraie, ça veut dire qu'à terme, elle pourra peut-être de nouveau diminuer, au profit peut-être de plus d'économies, etc. Et puis pour peut-être de nouveau ressurgir. À noter, je terminerai par là, que parallèlement, il n'est peut-être pas inintéressant d'imaginer aussi des tendances encore un peu différentes. Si on parle je dirais, de transformation via le numérique, ce sont des transformations qui se font aussi pour d'autres lieux. Le secteur des bibliothèques a pris bien sûr le développement du numérique de plein fouet, avec d'autres modèles économiques, avec d'autres transformations, avec d'autres liens à la fréquentation qui diffèrent et qui ont amené le secteur des bibliothèques à se repositionner. Et on peut songer évidemment au secteur des médiathèques, au secteur des prêts de disques, etc., bien entendu, qui ont pris ces éléments et qui pensent leur transformation. Et l'un des éléments qu'il est intéressant de voir, c'est que finalement, beaucoup des options qui sont prises par les bibliothèques, etc., sont finalement des options qu'on retrouve de manière identique, prises par les musées, etc. Mais souvent, et c'est un des points qui m'a très fortement marqué, souvent en fait de manière très cloisonnée. Musées, bibliothèques se disent très souvent
ne pas avoir de points communs, alors qu'en fait les deux se pensent exactement de les mêmes manières. Alors, les bibliothèques ont beaucoup travaillé sur ce qu'ils intitulent le troisième lieu, c'est-à-dire le lieu qui justement est un lieu lié à la société, où finalement on vient à la bibliothèque non pas pour lire des livres, mais simplement parfois aussi pour se réunir, pour discuter. Un certain nombre de bibliothèques, par exemple en Scandinavie, sont devenues vraiment l'un des lieux qui mettent à disposition des salles pour organiser des réunions de sociétés, voire d'entreprises, etc., qui mettent à disposition du Wi-Fi, des liens avec de l'information, etc. Bref, se repenser, et très clairement, c'est toute une série d'éléments qui, d'une certaine manière, sont en train peut-être de réunir beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser, musées, bibliothèques et aussi archives. Alors ce secteur-là, qu'on intitule le MLA, est un secteur dont on parle finalement peu dans le monde francophone, un peu au niveau justement du monde anglo-saxon, avec l'idée que peut-être à partir de ce secteur pourrait émerger quelque chose de nouveau, qui ne verra pas les musées disparaître au profit d'eux, mais en même temps qui peut amener évidemment des transformations importantes. Et évidemment, c'est aussi avec cette logique, je dirais, de numérique, de big data, qu'on voit à quel point Internet continue de se transformer, continue d'envisager des transformations qui risquent de nous influencer encore de manière encore plus forte. On parle beaucoup des big data ces temps-ci, de ce marché, parce qu'évidemment si on en parle beaucoup, c'est qu'il y a un marché potentiel, donc il y a des sous aussi derrière, et tout le monde fantasme en quelque sorte sur toutes les données, toute la manière dont on pourrait les rentabiliser, ce qui amène tout le monde à se dire il faut qu'on investisse, qu'on prenne la place, etc. Ce qui est sûr, c'est que il y a évidemment maintenant des trillions de données qui sont disponibles sur Internet, des possibilités de les lier ensemble et donc de créer de la connaissance, un nouveau type de connaissance. Et c'est notamment ce qu'on essaie de voir à travers des choses qui parfois permettent de pronostiquer mieux que via Google, mieux que directement la médecine et le recours, le développement des épidémies de grippe ou des choses comme ça, ou certaines épidémies et autres, simplement à travers des traces de moteurs de recherche, etc. Cette logique-là de traitement des données, cette logique aussi de visualisation des données constitue un défi considérable. Aussi bien entendu pour le monde numérique de manière générale que pour les institutions qui depuis toujours, en quelque sorte, traitent ces données. Et ces institutions qui depuis toujours les traitent, ce sont les bibliothèques, les archives et les musées. Et c'est là que je me retrouve au cœur, en quelque sorte, du principe même du musée comme lieu non seulement de traitement de ces données, mais aussi de visualisation de ces données. Qu'est-ce que c'est qu'un musée? Sinon, effectivement, la possibilité de, entre guillemets, se promener, visualiser, se promener spatialement à travers ces données. La question de la visualisation des données à travers justement Internet constitue l'un des probables, enfin à mon sens en tout cas, l'un des éléments qui est peut-être les plus inspirants pour les années à venir. De voir comment, alors il existe toute une série de manières de concevoir la manière de traiter, de visualiser ces données sur Internet. Et pas justement à la manière dont Google vous les fournit actuellement, mais de présenter les choses pour que tout d'un coup d'autres liens soient faits. Cette logique de spatialisation, elle me semble être au cœur justement du musée, mais peut-être du musée tel que nous ne le pensons pas encore véritablement, d'un musée qui est beaucoup plus peut-être lié à du numérique, sans pour autant justement peut-être renier évidemment les différents éléments qui me semblent au cœur de l'institution depuis toujours et peut-être encore pour de nombreuses années. Voilà, je vous remercie.